Bonjour à tous, c'est Matt de Coda tout simplement. Aujourd'hui, nous allons voir les webbooks dans Coda. Donc on va pratiquer, on va voir un peu comment récupérer la donnée et l'utiliser. Donc l'ajouter dans une base de données, généralement c'est ce qu'on va vouloir faire. Donc on va voir un peu vite fait qu'est-ce qu'une API, quelle est la différence avec un webbook, est-ce que c'est pareil. On va en savoir un peu plus. L'idée c'est de faire des révisions ou pour certains des nouveautés, mais je vais expliquer à ma manière un peu comment je le vois, on va dire. Donc c'est parti. Donc là j'ai fait un exemple d'une API qui gère des livres. Donc l'idée c'est qu'elle a une base de données avec tous ses livres, et le serveur, donc c'est tout ce qui va être un peu la logique métier de l'API, et ce serveur il va mettre à disposition des URL, des endpoints on appelle ça. Donc en fait il met à disposition plusieurs URL, et en fonction le serveur il va faire telle ou telle tâche et interagir de telle ou telle manière avec la base de données, donc soit pour consulter, soit pour modifier, soit pour ajouter, soit pour supprimer, etc. Et du coup elle met à disposition plusieurs endpoints, et l'idée c'est que nous on va requêter dessus. Donc pour requêter dessus, forcément il faut l'URL sur laquelle on veut requêter, il faut un token ou un système d'authentification s'il y a besoin, et un type de requête. Donc le type de requête c'est ici, je les ai mis juste avant, donc il en existe plusieurs. Là je vais en présenter que deux. Et après, donc dans certains cas, le body param ou query param. Donc on va voir, il y a deux méthodes. Donc le body param, enfin le body pardon, c'est utilisé pour les méthodes post généralement, ou update, enfin put, mais ça on le verra pas aujourd'hui. Enfin, il n'y a pas besoin de le connaître en tout cas pour Coda. Et query param, c'est dans la méthode get, on va pouvoir lui envoyer de l'information via l'URL. Donc l'idée c'est, chaque URL, comme je vous ai dit, fait une action. Donc là l'idée c'est que cette URL là, elle va renvoyer tous les livres. Celle-ci, elle va renvoyer les détails d'un livre en fonction du slug. Et celle-ci, par exemple, post, du coup, méthode post, on va vouloir ajouter un livre. Donc voilà, donc via l'API, on peut faire plein de choses. On peut lire de la donnée, en ajouter, en update. Donc on va voir les query param. On a notre URL qui est ici, ça s'arrête là. Et on le voit pas ici, mais c'est séparé par un point d'interrogation, pardon. Et on va pouvoir mettre le nom de notre paramètre et sa valeur. Donc là par exemple, il a mis, enfin dans l'exemple, valeur 1 est égale à 1, 2, 3. Et après, on peut en mettre plusieurs. On peut mettre plusieurs paramètres qui est séparé par un esperluette. Et on peut faire comme ça à l'infini. Et via l'URL, par exemple, make, j'ai fait un petit exemple, avec Coda. Donc là c'est l'inverse. On envoie un webhook à make, mais c'est juste pour vous expliquer le principe. L'idée c'est que dans make, donc nous on a réussi à recevoir le content. Et le content c'est quoi? On voit ici, j'ai mon URL, et j'ai mon petit point d'interrogation qui est là, et j'ai content égal, et après j'ai mis mon contenu du coup. Et là, sans problème, j'ai récupéré. Donc ça c'est des query param. Donc c'est directement dans l'URL, séparé par un point d'interrogation, pardon, et la clé et sa valeur. Donc ça c'est les query param, donc en méthode get. Et en méthode post, on a le body. Donc ça c'est, il faut l'envoyer sur un, il existe différents types de formats. Là c'est en JSON généralement, donc application JSON. Donc en gros, le JSON, qu'est-ce que c'est? J'ai mis un exemple. En gros, le JSON, ça se représente comme ça, sous cette forme. En fait, on a la clé, ça marche par clé valeur. Donc là, on a les accolades, c'est un objet. Donc quand c'est des accolades, c'est un objet. Donc on a une clé, livre, et on a un objet, donc c'est le livre, et on a d'autres clés à l'intérieur. Donc on a une clé titre et on a une valeur en champ de texte. Mais on peut avoir, par exemple, dans une autre clé, on peut avoir comme valeur un tableau. Donc c'est ce type de parenthèse. Et dans ce tableau, il peut y avoir, du coup un tableau c'est une liste on va dire, et bien là il y a par exemple un seul objet, donc il y a l'auteur, mais il peut y avoir plusieurs auteurs. Et on a encore d'autres clés, avec d'autres noms, donc c'est très facile à lire, et on peut très vite trouver l'information. Donc là on a, là malheureusement, si, là ici, par exemple la clé elle sera toujours en champ texte, on le voit, ils sont toujours entre guillemets, tout le temps la clé c'est du texte. Par contre le contenu ça peut être un tableau, un objet, du texte, un nombre, là il y a un nombre, ici aussi, ça peut être un booléen. Voilà, ça peut être plein de choses. Mais la clé est toujours du texte. Donc là, on peut se balader dedans, on peut dire je veux le livre, je veux le titre du livre, donc ça va être l'objet, point livre, point titre, et on va récupérer notre contenu. Donc ça, c'est dans le body, on met, voilà, par exemple, pour cet exemple, ça, pour un formulaire, par exemple, et bien là, on a notre objet, on va lui envoyer au webhook, donc à l'URL, pardon, on va lui envoyer le username et l'email. Donc là, bon, c'est deux champs texte. Donc l'idée, mince, pardon. Bon, par exemple, j'ai retrouvé un truc qui date un peu. Quand j'avais fait une API il y a très longtemps pour des salles de sport,
un gestionnaire de salle de sport et de structure, bah voilà à quoi ça peut représenter un peu toutes les routes. Donc l'idée, voilà, enfin les routes, quand j'appelle routes, c'est tous les endpoints, hein, c'est tout ce qu'on a vu là. En fait, c'est toutes les URL qu'on met à disposition et après le serveur, il va s'adapter en fonction de quel type de requête et quelle URL. Donc en fonction de l'URL, bah, le schéma va pas être le même. Donc il existe des get, des put, post, delete, voilà, enfin, et plusieurs URL. Et voilà, ça peut ressembler à ça, toutes les routes possibles pour un service, pour une API classique, quoi. Enfin bref, donc une API, on peut récupérer des données, on peut interagir avec. Et bien sûr, maintenant, nous allons voir pourquoi, bah ok, les API c'est bien, mais pourquoi les webhooks, ça peut être top aussi, dans certains cas. Donc notre site internet, imaginons notre site internet, il va afficher des livres, pardon. Donc il va faire une requête à son backend et il va lui demander tous les livres via ce endpoint. Et un utilisateur, entre-temps, il ajoute un livre. Enfin, un utilisateur, un admin ajoute un livre via la requête post. Le problème, c'est que les utilisateurs, ils sont déjà sur le site et la requête initiale, get livre est déjà faite. Et du coup, bah, le livre, il va pas s'afficher de suite, il va s'afficher la prochaine requête get. Et l'idée, on peut très bien, bon là, ça sert à rien, mais dans d'autres cas, pour envoyer des notifs ou autre, c'est très pratique. Le serveur, lui, peut très bien dire au visiteur, il peut très bien, lui, par contre, faire une requête au site et envoyer un webhook, quoi, une action, pour lui dire, ah bah il y a un nouveau livre, ajoute-le, affiche-le, ou ajoute une notification, ou n'importe quoi. C'est une notion d'action. Donc voilà, je vais mettre un deuxième exemple. L'idée, c'est que l'application, elle demande à chaque fois, il y a des nouveaux livres ou pas. Donc là, voilà, ça consomme de l'énergie, mais à chaque fois, bah, il n'y en a pas de nouveau. Donc bah, tout le nombre de fois à chaque fois, tu vois, c'est le principe du time based, donc toutes les heures, on va voir s'il y a des nouveaux livres. Et l'idée, c'est que là, on va vouloir attendre, on va attendre, l'application va attendre, et c'est le serveur qui, lui, va dire, ah bah oui, attends, bah, j'ai une action, il y a une nouvelle entrée. Donc c'est le principe du webhook. Donc je vous ai mis un petit exemple. Bon. Donc là, c'est pooling, c'est sur un temps basé, time based, donc, et le webhook, c'est une action. Donc dans Coda, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à dispo une URL, un endpoint, et via une requête post, via un outil externe. Donc là, il y a plusieurs méthodes, soit les formulaires Tally ou autre, soit un formulaire en code, pas de souci, soit un formulaire, enfin n'importe quoi, de n'importe où, tant que c'est une requête post avec la clé, le token et tout, parce qu'on va voir qu'il faut un token. C'est bien parce que ça évite que de n'importe qui nous ramène de la donnée. Donc on va voir ça direct sur Coda. Moi j'utilise Postman du coup qui permet de tester les API. Et on peut tester les webhooks sans problème, hein, parce que c'est le même principe. Donc allez, c'est parti. On va aller sur Coda. J'ai créé une table avec nom, email, message et ce qu'il aime faire. Et l'idée c'est que je vais devoir recevoir de la donnée via une requête, via les webhooks, quoi. Donc une action qui va me dire, ah, il y a un nouveau formulaire. Ça évite que nous on regarde sur le formulaire à chaque fois s'il y a un nouveau truc. Donc là, on ajoute une automatisation, on met sur Run. Donc là, il existe différents types d'automatisation. Nous, on va faire le webhook. Donc là, on voit direct, on peut copier l'URL. Et là, il nous dit que on est obligé d'utiliser le post request. Donc forcément, donc je vais traduire s'il faut. Donc règle déclenchée lorsqu'une requête post est effectuée sur cette URL. Donc là, il n'y a pas le choix. La règle, ça va déclencher que si on fait une requête post. Donc au moins c'est clair. Donc pour ça, on va créer un petit token. On va créer notre token. Donc nous, pour la requête post, il nous faut une URL. Le type de requête, ça va être post. Et le token. Donc, en parallèle, je vais ajouter l'URL. Et je vais ajouter le token comme ça. Hop là. Donc là c'est Postman, il permet de faire des appels à des API, enfin tester des API. Donc là par exemple j'ai mis l'URL et on peut voir qu'il y a différents types de requests. Nous on reste sur post. Il y a différents types d'authentification. Nous on reste sur le Bearer token, on met notre token et on va pouvoir tester ça. Mais avant, il faut que je traite cette donnée. Donc l'idée c'est que moi je vais vouloir ajouter une row. Dans quelle table? Celle-ci, le nom, l'email. Voilà. Donc là il va falloir que je fasse une formule. Il va falloir que je parse le JSON. Donc il faut que, on voit le détail en dessous de la formule, il me dit il faut que je mette le JSON et le pass. Donc le pass c'est l'adresse. En gros c'est, par exemple là si je veux, dans l'exemple en dessous, si je veux récupérer l'âge, bah ça sera âge. Donc là le JSON, bah en fait c'est le body du webhook qu'on reçoit en requête post, pardon. Et du coup moi je l'ai nommé name il me semble. Tac, si j'y retourne, tac, parce que j'ai préparé le body, donc là body.
Donc name, email, message. Allez hop. Donc là après c'est on copie, on colle. Voilà, donc là on a tout parsé. Maintenant tout est bon. On peut aller dans notre API, enfin dans Postman pardon, et faire la requête. Donc j'ai tout, l'URL, le token. Donc bien sûr on a notre body en JSON, donc il faut bien détailler que dans les headers on va envoyer du JSON. Et on peut envoyer la requête. Donc là il me dit erreur 404, donc ça lui va pas. Donc est-ce que j'ai bien tout copié? Est-ce que j'ai bien copié ça? Oui. Ah, c'est pas la même URL. C'est bon, request ID, donc ça veut dire que là il me renvoie l'idée de la request, donc ça veut dire que c'est passé. Ils veulent pas le marquer header. Normalement on peut voir le statut de la request. Tac tac tac. Ah merde, où c'est qu'il le met? Ah oui, c'est écrit là. Statut 202, donc dès que c'est statut 200, c'est que c'est bon. Hop là, et on se retrouve dans notre table et on voit bien notre nom, notre email. Dans le message, on a nos messages, donc il y en avait plusieurs. Et dans like, on avait plusieurs. Donc voilà pour les webhooks, on a vu un petit cas d'usage très très simple, hein, mais le principe reste le même hein, en fonction de. Là, on a voulu ajouter une row, mais on peut faire d'autres choses avec. Hein. On peut autant d'actions qu'on veut. Une fois que le webhook est activé, on peut faire autant d'actions qu'on veut. On peut même filtrer avant de faire certaines actions. Après je voulais parler, donc l'idée c'est que là c'était un use case simple, mais si vous avez un use case un peu plus complexe et intéressant pour tout le monde, n'hésitez pas à le partager, on fera une petite vidéo sur ça, ça peut être sympa. Après, avant de vous quitter, j'aimerais bien parler des automatisations, comment dire, la size limit. En fonction de l'abonnement, même si on prend un payant, on n'est pas forcément en illimité. C'est vraiment que pour le plan Teams et Enterprise que c'est limité. Sinon, pour le plan gratuit, comme vous pouvez le voir, on est à 30 sur les automatisations basées sur le temps. Et on est à 100 sur les événements. Donc les événements, c'est les webhooks et les formes Submit. Donc quand un formulaire est validé. Pour le cas du plan pro, on passe sur le temps basé, au lieu de 35, on est à 100. Et sur le basé d'événements, au lieu de 100, on est sur 500. Donc voilà à peu près pour vous donner une ordre d'idée. Si ça peut vous donner envie de passer au plan supérieur ou si ça vous suffit. Ou si vous voulez passer au plan team parce que le plan pro ça suffit pas. Voilà. Donc merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un commentaire, participer. N'hésitez pas à aller sur le Discord. Et puis on se dit à la prochaine.